Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui est animé par les chargés de relations entreprises de la CEPAM du Jura. Je suis Stéphie Martin et je suis accompagnée aujourd'hui de Ludivine Jourdan. Bonjour. Le webinaire aura pour sujet aujourd'hui l'arrêt de travail pour maladie, bien accompagner la reprise. Vos micros et caméras sont coupés. Vous pouvez adresser vos questions au fur et à mesure de la présentation via le questionnaire et réponses que vous avez dans votre chat. Et le support vous sera envoyé d'ici quelques jours par mail. Donc la présentation aujourd'hui est principalement autour de la prévention de la désinsertion professionnelle, appelée PDP. Bien sûr, ce support a été actualisé en octobre 2025, mais au fur et à mesure des évolutions réglementaires, des modifications pourront être apportées. Alors, nous allons voir plusieurs choses pendant cette présentation. Déjà, nous allons refaire un point sur la définition de qu'est-ce que la prévention de la désinsertion professionnelle, les acteurs et le rôle de chacun, les différents dispositifs et on fera un point sur les principales questions que vous nous avez posées tout au long de cette présentation. La définition. Donc, la prévention de la désinsertion professionnelle regroupe l'ensemble des actions et dispositifs d'accompagnement dans le but d'éviter la perte d'emploi du salarié. Elle vise à réparer de manière précoce et agir avant que des problèmes de santé ou des difficultés liées au travail ne conduisent à une inaptitude ou une perte durable d'emploi pour le salarié. La prévention de la désinsertion professionnelle permet la mise en place d'actions de remobilisation durant l'arrêt de travail pour anticiper la reprise du travail et favoriser le maintien à l'emploi. Tous les salariés en arrêt de travail sont concernés, peu importe le temps d'arrêt de travail, s'il y a un risque de désinsertion professionnelle du fait de leur état de santé. Qui fait quoi pendant la prévention de la désinsertion professionnelle? Alors, il y a plusieurs acteurs, plus ou moins importants pendant ce dispositif. Lorsque le salarié en arrêt de travail, donc il peut aller voir son médecin traitant. C'est celui qui prescrit l'arrêt et les soins et à qui il peut demander une visite de pré-reprise au médecin du travail. Le médecin conseil de l'assurance maladie, donc c'est lui qui assure le suivi médical de l'arrêt de travail et prend les décisions médico-administratives de l'arrêt de travail. Par exemple, une étude pour un rapport au titre d'une affection longue durée, c'est l'assurance maladie, via le médecin conseil, qui va valider. Il peut également proposer à l'assuré une orientation vers le service social ou la médecine du travail. Donc l'assuré peut, à tout moment de son arrêt de travail, être convoqué auprès du médecin conseil et celui-ci l'aide dans ses recherches pour la reprise du travail ou l'oriente vers le service social. L'employeur, donc vous devez avoir connaissance de ces différents dispositifs et en cas de demande de votre salarié, pouvoir l'inviter à prendre contact avec l'assurance maladie via le 3646 pour se rapprocher du service médical ou du service social. Donc, l'assurance maladie, au sein de l'assurance maladie, vous avez le service social, donc qui est là pour mobiliser différents outils tels que le bilan de compétences, l'essai encadré, donc c'est les différents dispositifs que nous allons voir par la suite, et qui intervient sur l'orientation des différents partenaires. Donc, le service social va avoir la main sur certains dispositifs pour aider l'assuré vers son maintien à l'emploi. Le référent PDP, donc dans chaque CEPAM, il y a un référent PDP qui coordonne tout le suivi administratif. Et les CRE, donc chargés de relations entreprises de l'assurance maladie, comme Ludivine et moi-même, nous sommes là pour informer les entreprises des différents dispositifs. Donc, si un jour vous avez des questions, vous ne savez pas vers qui aller, n'hésitez pas à revenir vers nous et on vous donnera les différents référents PDP de notre caisse. Le médecin du travail, donc il est là pour faire des recommandations à l'employeur pour les aménagements de poste. Par exemple, pour une reprise à temps partiel thérapeutique, le médecin du travail peut vous dire comment aménager le poste et comment orienter l'assuré vers le nombre d'heures et l'aménagement de son temps de travail. Il prépare sereinement les conditions de reprise avant la fin de l'arrêt également. L'AGFIP, donc Association de gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Donc, il est là pour favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, finançant des aides. La MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, et MDA, Maison départementale de l'autonomie, accueille et évalue les besoins de compensation et attribue l'orientation professionnelle des assurés.
Et enfin, Cap Emploi, qui accompagne l'insertion professionnelle du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap et en invalidité ou en rente AT. Donc, pour revoir un peu certains acteurs, le médecin traitant, donc lui, il joue vraiment un rôle pivot en amont de la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, c'est l'un des premiers à pouvoir repérer une fragilité professionnelle lorsqu'il échange avec l'assuré pour lui donner son arrêt de travail. Donc, il oriente, accompagne, informe et soutient, et en soutien dynamique du maintien en adaptation professionnelle. Son action, bien qu'indirecte vis-à-vis de l'entreprise, hein, parce que vous n'allez pas directement échanger avec le médecin traitant, est essentielle pour activer les bons leviers au bon moment. C'est-à-dire que c'est à lui également d'aider l'assuré pour l'orienter vers le bon acteur ou pour l'aider pour la reprise du travail, par exemple en prescrivant un temps partiel thérapeutique. Le médecin conseil, donc, qui fait partie de l'assurance maladie, est un acteur stratégique de la prévention secondaire. Il agit en amont des ruptures professionnelles en mobilisant des dispositifs adaptés dans une logique de service public d'accompagnement. Donc pareil, c'est à lui de repérer, lorsqu'il rencontre l'assuré, qui est depuis quelque temps en arrêt de travail, les problèmes de rupture professionnelle et le rendre vers le bon accompagnement. Le médecin du travail donc joue un rôle central et déterminant, hein. Ça, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez énormément échanger pour les reprises du travail de vos salariés, par exemple. Contrairement au médecin traitant, pardon, ou au médecin conseil, il est le seul à pouvoir se prononcer sur l'aptitude ou une inaptitude d'un salarié à son poste de travail. Donc, lorsqu'un salarié a une reprise du travail, vous devez le faire passer à la médecine du travail. Donc, seul le médecin du travail peut prononcer l'aptitude ou l'inaptitude. Donc, il peut également faire l'étude du poste et intervient directement dans le contexte de l'entreprise, comme je vous disais tout à l'heure pour les aménagements de poste. Il peut faire des recommandations au vu des reprises du travail. L'assurance maladie via le service social donc agit comme pivot entre la santé et l'emploi pour favoriser un retour, un maintien de l'activité professionnelle dans les conditions adaptées. Il intervient de manière précoce et personnalisée en assurant un accompagnement global. Donc le service social, soit ça va être l'assuré qui va directement se rapprocher du service social, ou soit c'est directement le service social qui va aller voir l'assuré pour lui dire, voilà, il faudrait faire telle chose, mettre telle chose en place pour aller maintenir l'activité professionnelle. Les référents PDP, donc eux, ils coordonnent vraiment le côté administratif avec les réceptions des demandes de remobilisation, les études de droit administratif, les notifications, les paiements et l'action de reporting. Et nous, chargés de relations entreprises, comme je vous disais tout à l'heure, on est vraiment là pour vous accompagner. Les organismes de placement spécialisés comme Cap Emploi proposent un accompagnement global sur mesure, tant vers que dans l'emploi, pour favoriser l'insertion, la stabilité en emploi, l'évolution professionnelle des personnes en situation de handicap, tout en étant un partenaire expert pour les employeurs. Bon, vous connaissez certainement Cap Emploi. Le tout dans un cadre de service public, territorial, cohérent et coordonné. Donc le service social, par exemple, est en lien avec Cap Emploi pour les accompagnements. Donc vous avez leur site internet si besoin. Comet France. Donc c'est l'association Comet accompagne les patients dès la phase d'hospitalisation dans la construction d'un projet professionnel compatibles avec leur état de santé. Donc, vous avez le site, l'AGFIT. Donc, je vous disais tout à l'heure, ils ont, grâce à un fonds issu de l'obligation d'emploi, ils proposent une offre financière, technique et stratégique pour les personnes handicapées et pour les entreprises grâce à des conseils, des intégrations ou le développement de la stratégie handicap. Donc, vous avez également leur site, hein, c'est partout en France, et la MDPH, qui est vraiment le guichet départemental centralisé, hein, avec toutes les informations sur les personnes en situation de handicap pour garantir un accompagnement global de l'accueil des personnes par des professionnels avec une coordination et pilotage au niveau local pour assurer l'autonomie, l'égalité des chances en matière de santé, scolarité, travail et vie quotidienne. Donc maintenant qu'on a vu tous les acteurs, on va voir chaque dispositif qui fait partie de la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc je laisse la main à Ludivine. Alors, au niveau des dispositifs, on va voir ceux qui sont vraiment en dispositif PDP en accès direct pour le salarié et les dispositifs qui sont mis en place, alors qui ne sont pas à proprement parler PDP pur dans le sens où ce sont des dispositifs qui sont pour l'aide au retour à l'emploi ou au maintien à l'emploi du salarié en arrêt de travail.
Donc, en ce qui concerne les dispositifs donc PDP qui sont en accès direct, donc vous avez votre salarié qui est en arrêt de travail, qui a la possibilité d'effectuer donc une VAE, qui est une validation d'acquis d'expérience. Il y a l'outil Inclus Pro, la période de mise en situation, le bilan de compétences et la formation qualifiante. Donc, voilà les choses que le salarié peut entreprendre directement. Donc, on va voir ensuite vraiment en détail enfin, du moins dans la présentation, chaque dispositif. Donc, pour la validation donc, des acquis d'expérience, ça permet au salarié qui a plus d'un an d'expérience à son poste, sans avoir le diplôme équivalent à l'exercice de cette fonction, d'obtenir donc en totalité ou en partie un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle, donc qui est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles grâce à l'expérience qu'il a acquise dans le domaine. Au niveau du dispositif Inclus Pro, donc là, c'est entre 150 et 200 heures durant 4 mois maximum. Donc pour les RQTH ou les OETH qui c'est requis ou en cours. Et au niveau de son objectif, donc là, on va être pour l'Inclus Pro, c'est d'aider la personne à accepter son handicap, de définir ou valider un nouveau projet professionnel qui nécessite la prise en compte du handicap et de développer les compétences, préparer la requalification et la reconversion. En ce qui concerne, pardon, la période de mise en situation, donc elle permet à un salarié donc, qui est menacé d'inaptitude dans le cadre d'une démarche de maintien dans l'emploi ou de reconversion, de découvrir un métier ou un secteur d'activité complètement étranger à celui dans lequel il était, de confirmer un projet professionnel grâce à des situations. Donc c'est sur 14 jours renouvelables dans une entreprise d'accueil. La formation qualifiante, elle est de courte durée. Elle est nécessaire à la poursuite donc, du projet de maintien en emploi, donc, qui permet d'apprendre, de se perfectionner ou d'évoluer dans son métier. Donc le bilan de compétences, donc qui permet donc la désinsertion professionnelle de votre salarié. Donc il est possible qu'il réalise ce bilan pendant son arrêt de travail sous certaines conditions. Donc le salarié il doit avoir l'accord du médecin traitant, qui est indispensable pour garantir que cette démarche elle ne nuit pas à sa santé. De transmettre cet accord par courrier à la caisse d'assurance maladie, donc de préférence par lettre recommandée avec AR en indiquant les dates du bilan, donc, qui sont indiquées en général sur le programme du centre de formation. Et il doit rédiger une demande écrite d'autorisation de formation durant son arrêt de travail. Le bilan de compétences, oh, excusez-moi. Le bilan de compétences, il permet également d'évaluer les compétences et les aptitudes qui sont propres à son. Ah, attendez, je ne comprends pas pourquoi j'ai plus le visuel de mon diaporama. Est-ce que vous voyez bien le diaporama, vous? Parce que je n'ai plus, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, c'est bon. Excusez-moi. Donc, je disais, le bilan de compétences, voilà, il aide à évaluer les compétences, donc des aptitudes et des motivations afin de construire le projet professionnel de la formation qui sera adapté pour le salarié. Donc, qui comporte trois phases, ce bilan de compétences, qui est donc défini par la phase préliminaire. Donc, celle-ci, ça permet d'analyser donc, les besoins donc, du salarié, du moins du bénéficiaire de ce bilan de compétences, du choix du format adapté et de définir les modalités du bilan. Ensuite, on a la phase d'investigation, donc qui permet d'élaborer ou la validation du projet professionnel ou d'avoir des propositions alternatives. Et donc, dans un troisième temps, pardon, nous avons la phase de conclusion, qui est donc là l'appropriation des résultats, la planification donc, du projet professionnel et la remise du document de synthèse. Donc, le bilan de compétences, la durée varie selon les besoins de la personne, hein, donc, ça peut aller au maximum de 24 heures. Il est étalé sur plusieurs semaines ou mois, hein, afin voilà, de permettre aux salariés de pouvoir prendre du recul et de la réflexion sur ce bilan de compétences. Il est financé via le compte professionnel de formation.
Il peut être financé donc via le compte professionnel de formation, par l'employeur, ou bien à titre personnel par le salarié lui-même. Et les résultats donc sont confidentiels et ils n'appartiennent qu'aux bénéficiaires. Donc vous n'en avez pas vous n'en avez pas de retour, quoi. Là, donc toujours dans les dispositifs PDP, donc là, on va voir vraiment les dispositifs qui sont sous couvert du service social. Hop. Alors, donc, on avait, ah, excusez-moi, oh. Donc vous avez l'essai encadré, excusez-moi, et la CRPE. Je ne sais pas pourquoi des fois je vois pas le diapo, du coup je n'ai pas ma présentation. Excusez-moi, vraiment, je comprends pas pourquoi ça. Donc l'essai encadré, donc qui est un dispositif clé pour faciliter le retour à l'emploi du salarié qui est en arrêt de travail, hein, bien évidemment. Donc il permet de tester pendant l'arrêt la capacité donc du salarié à reprendre son poste, à occuper un poste aménagé ou bien à envisager un nouveau poste, voire une reconversion professionnelle. Vraiment, carrément partir sur autre chose. Donc, ce dispositif, il s'adresse aux salariés, quel que soit leur contrat de travail ou de leur statut d'arrêt, donc que ce soit de l'arrêt maladie ou accident du travail. La mise en place, elle nécessite l'accord de deux médecins, donc le médecin conseil de l'assurance maladie et le médecin traitant, et il faut une visite médicale. Donc, l'essai encadré il se déroule obligatoirement pendant l'arrêt de travail, dure jusqu'à 14 jours ouvrables, fractionnables, et il est renouvelable une fois, donc dans une durée maximum de 28 jours. Il peut avoir lieu donc soit dans l'entreprise d'origine ou dans une autre entreprise. Et le salarié reste indemnisé, bien évidemment, par l'assurance maladie, puisqu'il conserve son statut de salarié en arrêt de travail. Il y a un suivi et un soutien qui est effectué pendant l'essai encadré, hein, puisque d'où son nom de l'essai encadré. Donc, c'est un tuteur qui accompagne le salarié durant cette période. Donc, il peut y avoir plusieurs acteurs qui peuvent soutenir donc l'entreprise ou le salarié dans ce processus. Donc, on peut avoir le médecin du travail, l'organisme de placement spécialisé, l'assistant social également. Donc voilà, il peut y avoir vraiment toutes sortes d'organismes et d'acteurs qui peuvent soutenir. Et ensuite, en cas d'accident du travail, donc là, durant l'essai, l'entreprise d'accueil, elle doit effectuer donc des démarches quand même bien spécifiques, puisque, alors si c'est vraiment si pendant cet essai encadré, il y a un accident de travail, hein. Donc dans ce cas-là, il faudrait effectuer une déclaration d'accident en indiquant un code risque donc bien spécifique, donc qui est le 85.3HA, donc qui est l'accident de travail non imputable. Donc voilà, avec une assurance donc multirisque professionnelle qui couvre bien évidemment le risque du civil du salarié. Est-ce que ça va au niveau des dispositifs? On en a encore quelques-uns à voir. Donc toujours sur le dispositif PDP, nous avons la CRPE qui est la Convention de rééducation professionnelle en entreprise. Donc là, qui aide un salarié en risque d'inaptitude à se réadapter à son poste ou à se former à un nouveau métier, donc dans son entreprise ou bien une entreprise extérieure. Elle s'adresse aux salariés sous quatre conditions. Donc être sous contrat de travail, être en arrêt de travail, indemnisé par l'assurance maladie, et déclaré inapte ou à risque d'inaptitude par le médecin du travail. Donc, le médecin du travail, il vérifie l'aptitude au poste. Il propose des aménagements si nécessaire, évidemment. Et la CRPE dure jusqu'à 18 mois. Alors attention, c'est 18 mois, mais dans la limite des 3 ans d'inaptitude en arrêt maladie. Ce qui fait que il faut pas débuter le dispositif trop tard, dans le sens où si le salarié, ça fait déjà 2 ans et demi qu'il est en arrêt de travail, s'il commence cette CRPE à 2 ans et demi d'arrêt, il ne pourra en bénéficier que durant 6 mois.
puisque ça se limite aux 3 ans d'arrêt maladie. Donc, pendant cette période, donc, le salarié il reçoit le montant des indemnités journalières qui sont versées par l'assurance maladie, évidemment, et le complément par son employeur. Il s'agit d'un cofinancement versé suivant une répartition donc, qui est fixée par le contrat. La CRPE, elle peut s'effectuer dans l'entreprise initiale du salarié ou dans une nouvelle entreprise. Ça, c'est vraiment, ça dépend de la situation et du choix. Elle est signée, donc, cette convention, elle est signée par le salarié, l'employeur et l'assurance maladie, mettant fin à l'arrêt de travail. Et elle peut être signée entre l'employeur d'origine et l'entreprise d'accueil si le salarié apprend un métier dans une autre entreprise. Il peut y avoir en plus cette convention de signer entre l'entreprise d'accueil et l'employeur d'origine. Et l'assurance maladie, elle informe donc la DRITS, donc la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la signature de cette CRPE. En tant qu'employeur, donc l'entreprise, elle peut être accompagnée par le médecin du travail, par l'organisme de placement spécialisé et par l'équipe Comet France. Le salarié peut être, lui, accompagné donc, par un assistant social et l'assurance maladie. Et en cas d'arrêt de maladie ou accident pendant la CRPE, donc là, la convention, elle est suspendue durant l'arrêt de travail. Mais attention, sans que cette durée soit modifiée. Donc ça suspend la CRPE, mais ça ne reporte pas cette période d'arrêt au-delà de la date de fin. Donc cette fois-ci, on va voir les dispositifs qui sont hors PDP, mais qui sont en place pour aider un salarié en arrêt de travail de reprendre son travail ou de rester dans son emploi. Donc là, je pense que c'est un dispositif que vous connaissez déjà tous, c'est le temps partiel thérapeutique. Donc, qui permet tout simplement aux salariés de reprendre le travail progressivement, donc avec ou sans arrêt antérieur cette reprise, et permet donc de travailler à temps réduit. Donc attention, c'est vraiment temps partiel thérapeutique, donc rien à voir avec des personnes qui sont en contrat déjà à temps réduit, hein. Quelqu'un qui travaille que 70 heures, il a une reprise à temps partiel thérapeutique, on est bien d'accord qu'il aura un temps réduit de son 70 heures. Donc, pour pouvoir reprendre ou être à temps partiel thérapeutique, donc là, c'est le médecin traitant qui doit effectuer une prescription de travail, enfin, une prescription de temps partiel thérapeutique. Vous, en tant qu'employeur, vous devez ensuite fournir une attestation de salaire à la fin de chaque mois pour que nous, on puisse en calculer et verser la perte de salaire engendrée par la reprise à temps partiel thérapeutique. La mise en place du temps partiel thérapeutique, l'organisation, tout ça, c'est vraiment effectué entre 3 acteurs, donc le salarié, l'employeur et la médecine du travail. Nous, en tant qu'assurance maladie, nous n'avons pas de décision sur le temps qu'il doit effectuer, le temps de travail qu'il doit effectuer, sur les jours où il doit travailler. Voilà, nous, on va juste indemniser la perte de salaire qui est engendrée par cette reprise à temps partiel, mais l'organisation et l'aménagement de cette reprise à temps partiel thérapeutique, c'est vraiment interne, donc assuré, enfin salarié, employeur et médecine du travail. Toujours dans les dispositifs hors PDP, nous avons le rendez-vous de liaison, donc qui est facultatif, hein, il n'y a rien d'obligatoire, qui est un temps d'échange donc non médical, proposé pendant l'arrêt de travail de plus de 30 jours. Et c'est un dispositif qui est mis en place vraiment pour maintenir le contact entre vous, employeur, et votre salarié pendant un arrêt de travail dit de longue durée de plus de 30 jours. Donc ce rendez-vous, il permet d'informer le salarié sur ses droits, les dispositifs de la prévention de la désinsertion professionnelle, de lui présenter les possibilités d'aménagement de poste ou du temps de travail et d'évoquer l'organisation d'une visite de pré-reprise si nécessaire. Donc, ce rendez-vous de liaison, il s'adresse à tout salarié en arrêt de travail de plus de 30 jours, qu'il soit en arrêt continu ou discontinu, donc par exemple après plusieurs arrêts courts successifs.
Ce rendez-vous, il peut être proposé donc par l'employeur ou à l'initiative du salarié. Il peut très bien vous demander lui-même d'effectuer cet échange. Donc, dans tous les cas, vous, en tant qu'employeur, donc, vous devez informer le salarié de l'existence de ce dispositif. Si le salarié il accepte ou sollicite ce rendez-vous, vous devez lui proposer une date dans un délai de 15 jours. L'échange peut se faire en présentiel, donc dans les locaux directement de l'entreprise, ou à distance, donc très bien par téléphone ou visioconférence. Vous devez informer donc le salarié de l'objectif de ce rendez-vous. Donc encore une fois, c'est vraiment quelque chose de facultatif, hein. Donc l'assuré, il peut refuser ce rendez-vous de liaison. Vous devez également donc prévenir le service en cas de rendez-vous acté. Vous devez prévenir le service de la prévention et de santé au travail au moins 8 jours avant la tenue du rendez-vous et il peut intervenir de deux manières. Donc en fournissant des documents d'information sur le dispositif d'accompagnement ou en participant au rendez-vous, si la situation du salarié le nécessite, donc en présentiel ou à distance. Le référent handicap de l'entreprise peut aussi être présent avec l'accord du salarié. Et comme je vous le disais, donc comme c'est quelque chose qui est facultatif, le salarié, lui, peut refuser d'y participer sans qu'il n'y ait aucune conséquence sur sa situation professionnelle, bien évidemment. Si vous n'avez pas de contact avec la médecine du travail, vous pouvez tout à fait réaliser ce rendez-vous malgré tout sans la médecine du travail, hein. Nous avons également donc, dans les dispositifs hors PDP la visite de pré-reprise, qui est différente de la visite qu'on peut connaître quand on a un arrêt longue durée. Au bout d'un moment, le salarié doit aller à la médecine du travail. Donc ça, c'est encore une autre visite, donc qui est la visite de pré-reprise. Elle facilite donc le retour à l'emploi de votre salarié qui est en arrêt de travail. Son objectif est d'anticiper, d'adapter son retour à son emploi en tenant compte bien évidemment donc, de son état de santé et de ses capacités au moment de son retour. Cette visite est un examen médical qui est réalisé par le médecin du travail pendant l'arrêt de travail du salarié. Elle peut être demandée donc soit par le salarié, le médecin traitant ou le médecin conseil, même si la date de reprise n'est pas encore fixée. Donc, à l'issue de cette visite, le médecin il peut recommander des aménagements de poste, hein, d'horaire, ou encore une reconversion professionnelle pour favoriser donc, le maintien dans l'emploi du salarié en arrêt de travail. La médecine du travail, elle s'appuie souvent sur une équipe avec plusieurs acteurs, hein, pour formuler ses préconisations. Donc, on va avoir l'équipe de la service de santé, l'assistant social de l'assurance maladie également. Il y a l'organisme de placement spécialisé, l'équipe de Comet France. Voilà, il peut y avoir, c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire, dans le sens où plusieurs personnes peuvent acter. Il est important quand même de noter que cette visite de pré-reprise, elle ne remplace pas, comme je vous le disais tout à l'heure, la visite médicale de reprise qui reste, elle, obligatoire dans les 8 jours suivant le retour effectif du salarié. Donc voilà pour les dispositifs. On va faire un petit point maintenant sur les questions-réponses que nous avons pu avoir tout au long de cette présentation. Donc pour le retour, pas besoin d'accord médical du médecin conseil pour une reprise à temps partiel thérapeutique. Alors ça se faisait effectivement il y a très 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 longtemps. Là, ce n'est plus le cas depuis déjà un bon nombre d'années. Votre salarié qui soit en arrêt de travail et qui souhaite reprendre à temps partiel thérapeutique, ou bien qu'il est en activité mais qui sent bien que voilà, son état nécessite une reprise à temps partiel thérapeutique, tout ça, le médecin traitant, il le prescrit. Nous, on reçoit la prescription, on ne fournit pas d'accord, puisque le but, même pour l'assurance maladie et le médecin conseil, c'est que le salarié puisse être
dans son activité, pouvoir reprendre le travail progressivement, pouvoir aménager son poste si vraiment, plutôt que d'être à 100% en arrêt de travail et surtout, justement, pouvoir ne pas avoir cette activité professionnelle. Donc, bien évidemment, si l'assurance maladie a toujours un accord favorable à une reprise à temps partiel thérapeutique, c'est pour ça d'ailleurs que le médecin conseil ne donne pas d'accord spécialement dans le sens où c'est toujours OK de notre part. Autre question pour répondre à tout le monde. Si jamais vous souhaitez échanger avec votre salarié et que vous avez besoin d'informations concernant les différents dispositifs qui existent, sachez que vous pouvez vous rapprocher soit de nous, soit du référent de la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, si vous ne trouvez pas sur Amélie, vous pouvez nous demander à nous. Et des brochures peuvent vous être mises à disposition, des brochures pour les salariés. Donc, n'hésitez pas dans ces cas-là à revenir vers l'assurance maladie. Autre question, une personne est-elle convoquée chez le médecin conseil et au bout de combien de temps? Alors, convoquée chez le médecin conseil, ça va dépendre de la pathologie de l'assuré. En fait, le médecin conseil, tous les arrêts de travail sont étudiés. On ne va pas laisser des assurés dans le vent comme ça en arrêt de travail. On étudie et selon la pathologie, il va estimer si c'est nécessaire de les voir ou pas. Il y a des pathologies où les arrêts de travail vont être totalement justifiés sur des périodes assez longues. Mais sachez que oui, ils vont être convoqués, mais on ne peut pas vous donner de date exacte. Ça dépend de la pathologie, ça dépend si vous avez fait une demande de rendez-vous, de contrôle. Euh, Alors, en concernant l'Alsace, vous avez des difficultés de contact avec les CEPAM. Alors là, au cas par cas, les autres CEPAM, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Mm. Là, ouais, je ne saurais pas quoi vous répondre par rapport à votre question là pour l'Alsace. Comment vous contacter? Vous allez avoir nos coordonnées juste après pour obtenir les brochures. Pareil, donc vous pouvez contacter, faire une demande via vos référents CEPAM. Donc vous allez avoir les coordonnées, Ludivine va vous les mettre à disposition. Je vais même vous les mettre La tout de durée du temps suite. partiel thérapeutique, c'est pareil. J'ai eu plusieurs fois la question. En fait, si vous voulez, ça dépend si quelqu'un est en affection longue durée. S'il est en affection longue durée, il a le droit à 3 ans d'indemnité journalière. Donc la période de temps partiel thérapeutique va être sur ces 3 ans. Donc ça dépend s'il a déjà été en arrêt longtemps avant. Quelqu'un qui n'a pas d'ouverture de droit de plus de 6 mois, d'accepter, qui n'a pas d'ALD, ça va être 360 IJ. Donc 360 IJ, ça dépend s'il a été longtemps en arrêt ou pas. En général, c'est une période de 3 mois renouvelable. Donc, les coordonnées de notre référent au Rhin, là, pour les référents par département, Voilà, là, je vous ai affiché les contacts. de chaque CEPAM. Mm. Donc, si vous voulez vos référents PDP, alors moi, j'ai pas les référents PDP de tout le département, de toute la France, pardon. Donc, il faut aller vers vos chargés de relations entreprises de chaque CEPAM, ou si vous n'arrivez pas à les joindre, le 36 79. Normalement, sur Amélie, vous avez déjà pas mal de choses aussi. Oui, alors en tant qu'employeur, alors, je suis désolée, je réponds aux questions au fur et à mesure, ça va plus vite que d'écrire. Est-ce que vous pouvez demander qu'un employeur, vous en tant qu'employeur, est-ce que vous pouvez demander au médecin conseil que votre salarié soit vu? Alors, moi je vous parle là en tant que CEPAM du Jura. Nous, la CEPAM du Jura, nos employeurs, lorsqu'ils ont un doute sur un arrêt de travail ou qu'ils pensent qu'il y a une fraude, ils nous font une demande. Alors, nous, CEPAM du Jura, c'est par mail, d'autres, ça sera par courrier, où vous pouvez demander à ce que le dossier de l'assuré soit contrôlé. Après, derrière, le médecin conseil va estimer s'il a besoin de voir ou non l'assuré, si l'arrêt est médicalement justifié ou non. C'est lui qui va étudier le dossier. Mais bien sûr, vous pouvez en faire la demande. Euh, Il y avait tout à l'heure une question pour le suivi du dossier auprès du service médical du médecin conseil. Alors, ça reste le service médical. Donc, en fait, toutes les informations qui sont liées au dossier de votre salarié restent, ça relève du Médical. secret Mm. médical. Donc, vous n'aurez pas de retour, que ce soit concernant voilà, le dispositif qui peut être mis en place pour la PDP ou quoi, si l'assuré lui-même ne vous fait pas part des éléments de son dossier, dès l'instant que ça sort du service médical, vous n'avez pas de retour, c'est du secret médical. Le service médical peut-il refuser un temps partiel thérapeutique? Non. Le temps partiel thérapeutique est automatiquement validé, ça ne passe pas dans les mains du service médical, même en accident de travail comme auparavant, hein, nous, c'est Mm. automatiquement validé.
Là, il n'y a pas la CPAM de Saône-et-Loire. Oui, c'est normal. Aujourd'hui, on a animé le webinaire pour le Doubs, la Côte d'Or, la Haute-Saône, le territoire de Belfort et le Jura. La Saône-et-Loire va animer et la Nièvre vont animer leur propre webinaire. Donc, dans toute la France, il y en aura d'autres, mais hein, je vous parle au niveau de la région. Donc, ils reviendront. Vos chargés de relations entreprises, la CPAM de Loire, vont bientôt vous envoyer leur invitation. Donc, mais vous pouvez dès à présent les contacter si vous avez des questions. Demander une visite, alors une visite auprès du médecin conseil, bah ça, faut voir directement, faire une demande auprès de de votre CEPAM concerné. Et puis bah, pour l'Alsace, c'est pareil, hein, là, on était vraiment sur quelque chose de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc l'Alsace, normalement, est censée vous faire les informations concernant l'approbation de la désinsertion professionnelle. Mais tout est sur Amélie dans la rubrique entreprise. Vous avez les coordonnées pour chaque CEPAM. Donc selon le fonctionnement de chaque CEPAM, soit vous avez la plateforme au 36 79, soit comme d'autres CEPAM, nous la CEPAM du Jura, vous nous avez nos coordonnées en direct et des adresses mail. Donc ça, chaque CEPAM a son mode de fonctionnement. Donc je vous invite à aller voir sur Amélie. Ça vous permet de faire une petite visite en même temps et bah, d'aller retrouver les coordonnées de vos chargés relations entreprises. Voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour des questions. À votre disposition si besoin. Euh, alors, dernière chose, si vous adressez des expertises médicales que l'employeur a mandatées, est-ce que vous aurez un retour? Comme je vous dis, Ludivine vous a dit, c'est des données médicales, vous Mm. n'aurez jamais de retour. Et la présentation vous sera envoyée par mail prochainement. Merci à vous. Ah, merci en tout cas pour votre présence à notre présentation de ce jour. Bonne journée. Au revoir.